Nous étions dans l'exemple du chatbot et je vais partager avant. Voilà, nous avons notre chatbot et nous avons dit que voilà, nous avons dit que l'environnement, ça va être le modèle de l'utilisateur parce que tout dépend, est-ce que c'est un client, est-ce que c'est un fournisseur, l'essentiel, c'est que l'agent doit avoir le modèle de l'utilisateur, c'est-à-dire le profil finalement. C'est de quel type d'utilisateur il s'agit, etc. Donc, il aura des informations concernant cet utilisateur. Et qu'est-ce qu'on peut avoir dans l'environnement? Je reviens. Alors, pour l'environnement, nous avons dit que c'est possible que notre chatbot, il est dans un site. Voilà. Donc, déjà, pour la performance, il faudrait la première mesure de performance qu'on doit avoir, c'est le fait que la personne qui est en train de chatter, finalement, est en train de discuter avec le système, avec ce chatbot, il faut qu'elle ne sente pas la différence entre une personne, discussion avec une personne et un bot, finalement, c'est un logiciel. Hein? C'est un logiciel. Donc, il faut que la personne ne fasse pas la différence. Elle ne sache pas est-ce qu'il s'agit d'une personne avec laquelle il est en train de discuter ou bien un logiciel. Vous avez compris ce point de cette mesure de performance? C'est qu'il n'arrive pas, s'il n'arrive pas à différencier entre la réponse d'une personne et la réponse d'un logiciel, cela veut dire que c'est un système qui est performant. Parce que des fois, supposons que nous avons une personne, elle va faire, peu importe le message la question qu'elle va poser, elle aura une réponse et cette réponse-là, la réponse obtenue, la personne qui va lire cette réponse, elle va dire non, ça c'est pas une réponse d'un être humain, ça c'est un logiciel qui a donné cette réponse. Et le fait que cette personne, elle a jugé que la réponse obtenue, c'est à partir d'un logiciel, cela veut dire qu'on n'est pas arrivé à un niveau de performance élevé. Parce qu'un niveau de performance élevé, ça veut dire qu'on n'arrive plus à différencier entre un logiciel et un être humain, avec qui on est en train de discuter. C'est clair ce point? Est-ce que c'est clair? Je répète, j'ai dit que, supposons que vous êtes en train de discuter avec un chatbot, vous utilisez un chatbot et vous saisissez vos questions. Supposez vous avez saisi votre question. Et vous obtenez une réponse, voilà, du chatbot. Quand vous lisez la réponse, si vous jugez que la réponse qui a été obtenue, que vous êtes en train de lire, c'est une réponse, c'est la réponse d'un logiciel, ce n'est pas une réponse d'un être humain. Dans ce cas-là, on va dire que la performance, elle n'est pas vraiment bonne. Maintenant, si la personne n'arrive pas, ne peut pas différencier entre une réponse d'un être humain et la réponse du logiciel, du chatbot lui-même, alors on peut dire que ce chatbot est performant. Vous êtes d'accord, oui ou non? C'est-à-dire, je n'arrive plus à dire, c'est-à-dire, quand je vois la réponse, c'est une personne qui est en train de me répondre. Ce n'est pas un logiciel. Et dans ce cas-là, je peux dire que ce chatbot est performant. Je peux juger. C'est l'une des mesures de performance. C'est que ne pas différencier entre l'humain et le logiciel, ou bien le chatbot. C'est clair? Voilà. Alors, pour l'environnement, nous avons dit que bon, le chatbot, c'est au niveau du site d'une entreprise. Donc, le site de l'entreprise, c'est possible à côté ici. Il y a un cadre, par exemple, pour les campagnes de marketing, tout ce qui est marketing. Tout ce qui est marketing. Donc, il y a de la publicité, il y a aussi de la recommandation, c'est possible. Tout ça,
tout ce qui fait partie du marketing et des publicités et qui sera exploité par le chatbot, il l'exploite dans ses réponses. Voilà. Donc, on peut dire que ça fait partie de l'environnement de notre agent. Ça fait partie de l'environnement. Tout ce qui est campagne, publicité, marketing, etc. Au niveau du site de l'entreprise. Tout ce qui se passe au niveau du site, parce que le chatbot, c'est une partie du site. C'est un logiciel intégré au site pour la discussion. Et si notre agent exploite les informations de publicité, etc., marketing, tout ce qui est... Alors, donc, on peut dire que ça fait partie de l'environnement de notre agent. Les actionneurs du chatbot, les actionneurs, parce que nous avons les censeurs, ou bien les capteurs, et nous avons les actionneurs. Alors, les actionneurs, pour le chatbot, oui. Voilà, c'est les fenêtres de discussion, tout ce qui est affichage. Les actions, c'est tout ce qui est, parce que c'est des affichages finalement. Donc, tout ce qui est fenêtre d'affichage, de discussion, etc., tout ça, c'est des actionneurs. L'action, ça va être l'affichage lui-même, hein, ici, pour le chatbot. Et les censeurs, les censeurs. Tout ce qui permet de lire, voilà, lire le message. Toutes les fonctions qui permettent au chatbot de lire les requêtes de l'utilisateur, les questions. Toutes les fonctions qui permettent de lire les questions, ça, c'est les censeurs. Tout ce qu'on peut capter à partir de l'environnement. L'environnement, bon, l'utilisateur. Pour nous, c'est l'utilisateur aussi. Voilà. Donc ça, c'est le modèle PEAS. C'est un exemple de modèle PEAS. Donc, si on veut développer un logiciel, c'est le logiciel agent, du type agent, ça veut dire qu'il perçoit l'environnement, qu'il agit sur l'environnement, etc. Donc, on doit, première étape, définir son modèle PEAS, qui nous permet de se dire quelles sont les mesures de performance pour lesquelles je donne la priorité, par exemple la rapidité, etc. Quel est l'environnement de mon agent, parce que l'environnement me permet d'exploiter certaines informations disponibles au niveau de l'environnement et d'améliorer par conséquent mon raisonnement. Je peux avoir un chatbot qui peut être apprenant aussi, hein, qui peut apprendre. Qu'est-ce qu'il peut apprendre d'après vous, par exemple? Donnez-moi un exemple d'apprentissage. Parce que l'apprentissage, il y a différents aspects sur lesquels on peut faire de l'apprentissage. Donnez-moi un exemple d'apprentissage qu'on peut faire pour les chatbots. C'est-à-dire un chatbot apprenant, quel est l'aspect pour lequel on peut faire de l'apprentissage, qu'il soit supervisé, peu importe. Hein. Exemple d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Les préférences de l'utilisateur. Oui, c'est-à-dire par exemple tous les avis positifs, etc. Donc le chatbot, on peut par exemple préparer, c'est-à-dire on peut garder l'historique de tous les messages les messages positifs et négatifs. Hein. Positif et négatif de l'utilisateur. Il a dit que votre produit il est bon, il est performant, etc. Quand je parle du produit de l'entreprise, hein, voilà, que le client a acheté. Tous les avis positifs et négatifs, on peut les sauvegarder dans un dataset et par la suite faire un peu classification, un étiquetage et exploiter ce dataset pour faire de l'apprentissage. Et l'apprentissage, ça va être pour l'apprentissage dans un point bien précis ou bien un aspect bien précis, par exemple le sentiment exprimé. Parce que c'est possible qu'un utilisateur exprime un sentiment, pas forcément un avis objectif. C'est-à-dire, ça peut être un sentiment, par exemple, il n'est pas satisfait, votre produit il est mauvais dans cet aspect, dans cet aspect, donc il n'est pas satisfait, il donne un sentiment, il donne un avis qui a un sentiment négatif. Il est en train de critiquer quelque chose. Comme il peut donner un avis dans lequel il y a un sentiment positif.
comme il peut donner un avis ou bien une question qui est neutre. Ce n'est pas positif, ce n'est pas négatif, c'est une information, c'est une question, etc. Donc là, on ne peut pas parler de sentiment. Donc on peut faire, par exemple, l'apprentissage du sentiment exprimé. Donc on garde un historique et par la suite, quand un utilisateur saisit son message, ça peut être un avis, hein, pas forcément une question, quand il saisit. Donc, il va juger, est-ce que c'est un message qui est, après apprentissage, bien sûr, juger que c'est un message qui est positif, négatif, neutre. S'il est positif, il va lui répondre merci, par exemple, pour votre. S'il est négatif, il va lui poser une question. Il a dites-nous quels sont les points il va dire que c'est un mauvais produit, alors il lui pose, celui-là, il va lui poser une question, quels sont les points négatifs pour lesquels vous avez jugé que notre produit, dans sa globalité, c'est un mauvais produit, par exemple. Donc ici, on peut faire de l'apprentissage, ça fait partie du Natural Language Processing, donc on peut faire différents types d'apprentissage pour tout ce qui est traitement automatique de la langue. C'est bon pour ça? C'est bon pour cet exemple? Ok. Donc, ici, expliquer. Donc, ici, les capteurs, ça peut être. Bien sûr, les capteurs, ça peut être du texte, ça peut être aussi de la voix. Hein. C'est-à-dire il peut capter la voix de l'utilisateur, pas forcément un message textuel. Donc, ça peut être du texte, ça peut être de la voix, ça peut être même des images, des vidéos. Au cas où, c'est-à-dire l'utilisateur ou bien le client, il est devant une caméra, c'est possible qu'on analyse même ses grimaces, etc., etc. Donc ça, c'est juste un exemple de modèle PEAS pour un chatbot. Alors, exercice 2, nous avons une grille, disons un labyrinthe ou bien une grille, où nous avons des obstacles au niveau de cette grille, et nous avons à modéliser ceci, donc c'est de la modélisation. Ce n'est pas de la programmation, mais comment modéliser ceci en utilisant un agent simple réflexe, un agent avec état, un agent avec but et un agent avec utilité. Comment voyez-vous la solution pour un agent, si on utilise un agent simple réflexe? Comment vous allez résoudre? Supposons que notre agent, il a un état initial. Voilà. Donc, supposons que ça, c'est le start. Exemple, hein? Ça peut être n'importe où. Et par exemple, ici, ça peut être l'état final, le goal. Voilà. Alors, comment voyez-vous l'agent simple réflexe? Comment va-t-il raisonner pour aller de l'état initial à l'état but? Avec un agent simple réflexe. Comment il va procéder? Il va choisir arbitrairement. Donc, finalement, il va avancer de façon, disons, arbitraire, puisque c'est un agent simple réflexe. Cela veut dire qu'il n'a pas l'historique de ses actions, qu'il n'a pas l'historique. Donc, il va choisir une action, c'est-à-dire une direction. Bien sûr, il peut se déplacer soit à gauche, à droite, en haut, en bas, les 4 directions. On suppose, voilà. Donc, ici, s'il trouve, par exemple, ici, il ne peut pas aller de ce côté. De ce côté, c'est la limite. Il ne peut pas aller vers le nord, vers le haut. Il ne peut pas aller vers la gauche, vers la droite ou bien vers l'est. Et il ne peut pas aller vers l'ouest, il ne peut aller que vers le sud, vers le bas. Voilà. Donc finalement, cet agent, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il regarde les cellules voisines, les cases voisines, et il se déplace si possible. C'est bon? Agent simple réflexe. Et c'est possible qu'il revienne parce qu'il n'a pas l'historique. Donc c'est possible qu'il vienne ici, et c'est possible qu'il revienne. Après il vient, après il avance, après ainsi de suite. Et donc c'est possible qu'il fasse ça et il revient parce qu'il n'a pas l'historique. Et c'est possible qu'il trouve une impasse. Donc il va venir comme ça, revenir, etc. Jusqu'à, après un certain nombre d'itérations, c'est possible qu'il trouve le goal. Et c'est possible qu'il reste dans une boucle infinie. Vous êtes d'accord?
Oui. Oui? Un agent avec état? Non. Un agent avec état, c'est un agent qui garde l'historique de ses passages. Donc, il va avancer, sauf s'il trouve une impasse. C'est possible qu'il revienne. Une impasse, c'est possible qu'il revienne. Supposons qu'il est allé comme ça, c'est possible qu'il revienne, mais quand il revient, il sait qu'il est en train de revenir, donc il garde l'historique dans le sens où pour ne pas revisiter les cases déjà visitées, mais des fois, il est obligé de revenir par les cases visitées au cas où il trouve une impasse. Mais quand même, l'agent avec état, c'est un agent c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus amélioré que celui-là parce que il ne va pas tomber dans la boucle infinie. Il ne va pas tomber dans la boucle infinie. C'est possible qu'il prenne beaucoup de temps pour arriver au but, mais à un moment donné, il réussit à sortir de la grille. Voilà. Avec but. Alors, avec but, quel est le programme que vous allez exécuter pour réaliser un agent avec but? Alors, vous suivez? Comment vous allez réaliser un agent avec but pour sortir du labyrinthe? Vous suivez? Est-ce que vous m'entendez? Ok. Oui. Voilà. Comment vous allez résoudre ce problème avec but? Sachant que le but ici, nous avons dit qu'avec but, ça veut dire que le but, il est explicite et cela veut dire qu'il est paramétrable aussi. C'est-à-dire on peut changer le but. On peut changer le but au niveau de notre... Alors, quel type d'algorithme on peut... un algorithme de recherche, hein? De recherche. Oui, non. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme algorithme de recherche? Oui? Qu'est-ce que tu as dit là? Oui, oui, oui. On peut utiliser une recherche aveugle en largeur d'abord, sachant alors, en largeur d'abord et en profondeur d'abord, quel est le meilleur pour ce cas-là? Profondeur. Quel est le meilleur? En profondeur d'abord ou bien en largeur d'abord, d'après vous? Profondeur. Parce que c'est la dernière case. En largeur, parce qu'il donne le plus court chemin. Oui, oui, en largeur, il donne le plus court chemin. C'est vrai qu'il y a des parcours inutiles parce qu'on fait en largeur d'abord, mais finalement, il donne le plus court chemin. Pourquoi? Parce qu'il avance dans le voisinage. C'est-à-dire, il va voir tout le voisinage avant d'avancer dans la profondeur. Avant d'avancer dans la profondeur. Donc, en largeur d'abord, il donne le plus court chemin. Mieux que le profondeur d'abord. Donc, les algorithmes de recherche aveugles, donc on l'appelle la recherche non informée, en quelque sorte, c'est largeur d'abord. Ça donne un résultat, et c'est un agent à but. Voilà, c'est un agent à but. Avec utilité. Alors, avec utilité. À étoile. Étoile, pourquoi? Pourquoi A étoile est intéressant? Pourquoi A étoile et A utilité? Pourquoi? Parce qu'on évalue toujours le chemin qu'on est en train de prendre. Oui, l'historique et la projection dans le futur pour aller vers vers le but. C'est-à-dire, on estime, si on est à un état donné, n'importe quel état, ici par exemple, donc nous sommes dans un état,
donnée, on prend en considération le chemin déjà parcouru, plus l'estimation du chemin restant, disons par exemple la mesure d'un vol d'oiseau, etc. Donc, tout dépend de ce qu'on utilise. L'essentiel, nous avons une certaine mesure, donc nous avons une certaine fonction qui nous guide, et cette fonction-là, c'est la fonction utilité, la fonction F de n, c'est G de n, la fonction de A étoile, hein, de G de n plus H de n, plus H de n, c'est une fonction utilité. Ça, c'est l'heuristique qu'on utilise pour, c'est-à-dire voir à partir d'un nœud donné, quelle sera la distance à vol d'oiseau pour atteindre le but. Et celle-là, c'est ce qu'il a déjà parcouru. Ce qu'il a déjà parcouru. Et donc, on peut avoir la fonction f de n. Et bien sûr, on va choisir celle qui nous donne la minimale. Voilà, la h de n minimale. Bien sûr, g de n plus h de n. La h de n minimale qui nous permet d'aller plus vite vers le but. Donc, c'est une fonction utilité. La fonction qui permet qui utilise l'heuristique, etc., c'est une fonction utilité. La fonction de A étoile, de l'algorithme A étoile. Donc, c'est une recherche, disons, informée, parce qu'on exploite cette information en plus. C'est l'information du passé plus l'information, la projection vers l'état but. Vers l'état but. Donc, c'est une recherche informée. Donc, à utilité, si on exploite l'algorithme A étoile, c'est un algorithme à utilité. C'est un agent à utilité. Vous voyez la relation entre le type d'agent et l'algorithme qu'on est en train d'utiliser. C'est bon? Oui, madame. Voilà. Donc ça, c'est concernant l'utilité. Maintenant, concernant celui-là, concernant l'environnement. Si on parle du point de vue environnement, l'agent simple réflexe, il est en train d'avancer vers la cellule. Après, il vérifie, il voit la cellule, il vérifie. Est-ce que je peux aller dans ce... Donc, il est en train de voir le voisinage. Finalement, il ne voit que les 4 positions de son voisinage. L'agent simple réflexe. L'agent à état, il garde l'historique. Il a l'historique. L'agent à but et l'agent à utilité. Ce sont des agents qui ont quoi? L'agent à utilité. Quelle est sa vue de l'environnement? Qu'est-ce qu'il peut voir de cet environnement? Il voit le but et l'état courant. Il a une idée bien précise du but à partir de l'état courant, de son passé, de l'état courant, et il a eu certaines informations, pas toutes les informations, mais il a certaines informations concernant le but, comment aboutir au but. C'est celle-là, c'est cette fonction heuristique. Donc finalement, l'agent avec utilité, si on utilise A étoile, c'est un agent qui a une vue partielle de l'environnement, pas forcément globale, hein, pas forcément globale. C'est-à-dire qu'il n'a pas toutes les positions des obstacles, etc. Mais il a une information en plus qui est l'estimation de la distance vers la destination, vers le but. Et donc, il a vu une vue globale, une vue partielle de l'environnement. Et on voit bien, s'il a une vue partielle de l'environnement déjà, c'est un agent cognitif. Ce n'est pas comme le simple réflexe où il n'a aucune vue, à part les cellules voisines. Donc ici, c'est juste une comparaison du point de vue environnement. C'est clair pour cet exercice? Donc ça, c'est juste pour dire, c'est-à-dire quel type d'algorithme on peut utiliser. Donc on va pas aller vers le détail de l'algorithme, mais c'est juste quel type d'algorithme qu'on peut utiliser pour réaliser un agent avec but, ou bien un agent avec utilité. Donc, Madame, donc les agents cognitifs, ils n'ont pas tous une vue globale de l'environnement. Oui, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, cognitif, ça peut être une vue partielle, donc il a certaines informations, mais pas toutes les informations. Il n'a pas forcément toute la grille devant lui.
Il est en train de se déplacer, mais il a des informations en plus. Par exemple, l'heuristique, cette mesure-là, il l'a. Voilà. Mais c'est possible qu'il ait tout l'environnement devant lui. Hein. C'est possible qu'il ait tout l'environnement devant lui. Et donc, dans ce cas-là, il a une vue globale. Et donc, c'est une recherche globale et il recherche le plus court chemin. Il applique n'importe quel algorithme de recherche du plus court chemin. Ça va devenir un graphe, finalement. C'est-à-dire, il y a une relation entre une grille et un graphe, oui ou non? Et ça va devenir comme une recherche dans un graphe. Est-ce que vous la voyez? Vous la voyez? La relation grille-graphe. Non, c'est-à-dire, la question c'est est-ce qu'on peut convertir une grille comme celle-là, avec des obstacles, etc., en un graphe? Est-ce qu'on peut faire ce passage? Et là, je parle d'un agent qui a complètement l'environnement devant lui. Hein. Il voit tout. Hein. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut faire le passage? Parce que si on peut faire le passage vers un graphe, automatiquement, on peut faire tous les algorithmes de recherche du plus court chemin dans un graphe. Vous êtes d'accord? Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut convertir, si notre agent a toute la vue devant lui, tout l'environnement, il le voit. Est-ce qu'il peut le convertir en un graphe et après lancer un algorithme de recherche dans un graphe? Oui, on peut. Je pense que comment vous allez faire? Adjacente. Voilà, donc par exemple, on va numéroter nos cellules. Donc ça va être 1, 2, 3, ou bien des coordonnées, dans le sens par exemple XY. XY par exemple. Et dans ce cas-là, si je fais par exemple, supposons que je vais effacer tout ça. Supposons que je veux faire le passage vers le graphe. Supposons que ça, c'est comme ça. Ici, c'est 0, 0. Ici, cette case-là, par exemple. Là. Comme on peut commencer du haut. 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, ainsi de suite. Donc, chaque cellule, elle a ses coordonnées dans des axes, dans un repère XY, par exemple. Donc, finalement, les nœuds de l'arc, ça va être, et supposons que nous avons notre état ici initial, notre état final ici. Donc, je peux faire ça. Le S, c'est quoi? Ça va être, supposons que ici, nous avons combien? Si je n'ai pas compté. Est-ce qu'il y a 16? Il y en a combien? Supposons que ça, c'est 15, par exemple, de 0 jusqu'à 15. Donc, ça va être les coordonnées. Alors, 15, comme ça. L'état initial, ça va être 15, 0. Vous le voyez? L'état initial, par exemple. 15, 0. La colonne 0, la ligne 15. Ça, c'est l'état initial. Vous voyez? Ça, c'est un nœud. Après, donnez-moi l'arc. Les arcs possibles. Voilà, donc on peut avoir 14, 0. C'est le seul passage la seule transition qu'on peut avoir dans ce graphe. 14, 0. Après, ici, 14, non, pas 14. Ça, c'est 13, par exemple. C'est 13, 0. 13, 0. On va aller vers un graphe avec les nœuds du graphe, ça va être les coordonnées de chaque point, de chaque cellule. Ensuite, ici, la 13, elle est liée seulement avec ça c'est quoi? C'est 13, 1, c'est ça. 13, 1. Mais par la suite, si on est ici, par exemple, si on est dans cette cellule, on a cette possibilité. Supposons qu'il ne peut se déplacer que, c'est-à-dire, il n'y a pas la diagonale. Il n'y a pas la diagonale, donc il n'y a que ça, elle est adjacente, et dans ce cas-là, il peut aller ici et il peut aller. Donc, on aura dans notre graphe, comme ça, deux arcs pour cette cellule et pour celle-là. Vous la voyez? Cette cellule et cette cellule. Il peut construire le graphe, voilà, toutes les possibilités, bien sûr. Hein? Si on obtient ici, par exemple ici, nous avons celle-là, celle-là, celle-là. Donc, on peut passer de la structure gris
bien labyrinthe, à une structure graphe. On peut faire cette conversion-là. Et si on obtient l'autre graphe, on peut faire un algorithme classique de recherche dans un graphe pour rechercher le plus court chemin, par exemple le A étoile ou n'importe quel algorithme de recherche dans un graphe. C'est clair? Ça, si l'agent a tout le graphe toute la grille devant lui, il peut construire un graphe et faire des algorithmes classiques. C'est clair pour ça? Voilà. Oui, madame. Bon, ça, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Donc, nous avons dit, par exemple, pour le simple réflexe, ça va être seulement des règles du genre, si état final non atteint, alors déplacement de l'agent, robot vers une cellule voisine, aléatoirement, au bas, gauche ou droite, si possible. Si possible, c'est-à-dire non présence d'un obstacle, d'un mur, par exemple. La règle 2, donc si on veut écrire les règles, hein, si état trouvé égale état but, alors sortie, atteinte et arrêt. Si état trouvé différent du but, donc on n'a pas encore atteint, alors qu'est-ce qu'on fait? On revient vers la règle R1 et on fait l'évaluation des règles. C'est clair pour l'agent simple réflexe? L'écriture du raisonnement sous forme de règles, de déplacement dans les... Oui? Voilà. Bon, pour cet exercice, donc soit un robot, donc l'exercice 3, soit un robot dans un monde agri. Et le robot, il a 8 capteurs boulets. Hein. Bien sûr, le capteur vrai, s'il y a un mur dans cette direction. Donc, nous avons S1, le premier capteur S1, c'est N0. Donc, on va noter. Voilà. Donc, nous avons notre robot ici, donc, par exemple, et il a 8 capteurs. Voilà. Donc, bien sûr, S1, c'est N0, nord-ouest. S2, c'est nord. S3, c'est nord-est. Et ainsi de suite. Toutes les 8 directions possibles autour de notre agent, notre robot. Le robot peut aller dans 4 directions uniquement. Donc, il peut aller à l'ouest, à l'est, au nord et au sud. Donc, il ne peut pas aller en diagonale. Donc, juste les cellules adjacentes et pas en diagonale. L'objectif, c'est d'aller vers un mur et le suivre. C'est ça l'objectif de l'agent. Donc, il est, c'est-à-dire l'objectif, donc la grille globale, c'est comme ça. Voilà. Donc, supposons que nous avons notre agent. Après, nous avons comme ça. Mais l'objectif, c'est de se déplacer vers le mur. Et une fois qu'il se déplace vers le mur, il va suivre ce mur-là. C'est ça la question. C'est ça la question. Donc, à partir des capteurs, on doit décider quelle action faire. Les perceptions maintenant de notre agent, bien sûr, il a des capteurs et par la suite perception. Et quand on dit perception, ça veut dire on s'approche de la programmation finalement. Ça, c'est des capteurs physiques. Ça, c'est des capteurs physiques, S1, S2, S3 jusqu'à S8. Mais les perceptions, c'est les perceptions de l'agent, c'est-à-dire le côté programmation. Comment il perçoit son environnement. Alors, il perçoit son environnement avec des variables X1, X2, X3 et X4. La variable X1, c'est S2 or S3. C'est-à-dire, il est donc, X1, je parle de X1, c'est cette configuration. Donc, il est soit le S2 où il y a le mur, soit le S3 où il y a le mur. Le S3, nous avons dit, c'est le nord-est. Donc, ici, ces 2 positions-là. Ces 2 positions-là. Voilà. Le X2, la deuxième perception, c'est S4 or S5. Donc, la deuxième perception, c'est cette configuration-là. Le X3, c'est S6 or S7, c'est-à-dire soit c'est-à-dire le mur, il est dans S6, soit il est dans S7, soit les deux, c'est un or. Et le X4, c'est S8 or S1. Voilà, donc c'est cette configuration-là.
Sur chaque diagramme, les XI ont la valeur 1 true, si et seulement si, au minimum, l'une des cellules grises, parce que c'est un O, est non libre, c'est-à-dire il y a un mur. Écrire les règles qui permettent de réaliser l'objectif demandé, c'est-à-dire aller vers le mur et le suivre par la suite. Alors, comment peut-on écrire les règles? Comment va-t-on écrire nos règles pour se déplacer? Aller vers le mur et par la suite... alors, qu'est-ce qu'on peut écrire? Bien sûr, on travaille avec les perceptions, pas avec les capteurs. Parce que les capteurs, c'est des objets physiques au niveau du robot. Et ces capteurs envoient, c'est-à-dire mettent à jour une variable. C'est les perceptions de notre agence. Et les variables, c'est X1, X2. Et ces variables-là sont vraies si nous avons le capteur S2 détecte un mur dans sa direction ou S3 détecte un mur dans sa direction. Alors, comment va-t-on écrire? Alors, si... supposons qu'on est en X1. Alors, comment va-t-on... supposons qu'on est X1, ça veut dire que nous avons un mur en haut, et nous n'avons pas de X2. Alors, comment va-t-on aller? Comment va-t-on se déplacer? Vers quelle direction? Nous n'avons pas de X2. Et nous avons un mur ici. C'est-à-dire nous avons un X1, nous avons un mur en haut, mais nous n'avons pas X2. Nous n'avons pas de mur ici. Donc, on peut aller vers... Parce que nous avons dit, il se déplace vers le mur. Et après, il va aller vers... il va suivre le mur. Au début, il est dans une zone, disons, libre. Il n'y a pas de mur. Après, il va... donc, si X1, ça veut dire en haut, c'est occupé. Il y a un mur. Et pour aller à l'est, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Si on va aller vers l'est, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la condition? Si X1 est... non, on travaille avec les variables X seulement. Les variables X seulement. C'est les perceptions de l'agent. On ne va pas travailler avec les capteurs. Donc, et si je veux aller vers l'est, qu'est-ce que je fais? Si X1 est... ça veut dire qu'il y a un mur en haut. Donc et je veux aller vers l'est. Pour pouvoir aller vers l'est, il faut que je n'ai pas ça. Vers l'est, ça veut dire dans ce sens. Dans ce sens. Dans ce cas-là, il ne faut pas que j'ai un mur qui m'empêche. Alors, finalement, donc si X1 est... voilà. On peut écrire les règles de cette manière. Si X1 et non X2, alors dans ce cas-là, je peux aller à l'est. Voilà. Maintenant. Madame, je ne vois pas pourquoi on a ajouté la condition X1. Ça veut dire que nous avons un mur en haut, au nord, ou bien le nord-est. Dans ce cas-là, si j'ai un mur ici, si j'ai un mur en haut, je ne peux pas aller vers le haut, c'est sûr. Alors, et je n'ai pas ici un mur de ce côté, alors je peux aller comme ça, tout simplement. Je peux aller vers l'est. C'est ce qui est demandé dans l'exercice. Aller vers un mur et le suivre. Donc, je peux faire ceci. Si X1 est non X, je n'ai pas de mur du côté droit, alors je peux aller vers l'est. Alors, aller est. Est veut dire aller vers l'est. Maintenant, si X2, si j'ai le X2. Si X2 et non X3, aller vers le sud.
Voilà, si j'ai X2, donc j'ai un mur à l'est, et je n'ai pas ceci, alors je peux aller vers le sud. Et non X3, non X3, alors je peux aller vers le sud. Voilà. Ensuite, on peut. Non, X1, c'est des perceptions, c'est des variables qu'on utilise et selon la valeur de X1, j'agis. L'action, c'est le fait d'aller à l'est, à l'ouest, c'est ça les actions. Voilà, c'est indiqué ici les actions. Le robot peut aller dans 4 directions uniquement. Donc, il peut aller soit à l'ouest, soit à l'est, soit au nord, soit à l'est, en utilisant seulement les perceptions. Et nous avons dit les perceptions possibles, c'est seulement ça. On ne peut pas accéder aux variables S1 seul, ou bien, vous voyez, on ne peut pas accéder à ces variables-là. Ça, c'est des capteurs, donc c'est physique. Ce qu'on peut tester, c'est seulement les variables X1, X2, X3, X4. Ce robot, il est fait de cette manière. Il est, c'est-à-dire fabriqué de cette manière. C'est-à-dire, il a des capteurs, il a 8 capteurs pour détecter les 8 directions, mais les variables de perception qu'on utilise pour programmer, c'est seulement les X1 jusqu'à X4 seulement. C'est tout ce qu'on a comme variable. Vous voyez? Donc, la même chose ici. Nous n'avons pas X3. Nous n'avons pas X3, on peut aller vers le sud. Maintenant, si nous avons un mur, si X3, ça veut dire que nous avons un mur dans le côté sud, si nous avons un mur ici, et bien sûr, nous n'avons pas, on peut se déplacer, c'est-à-dire si nous avons X3 et par exemple non X4, on peut aller vers l'ouest. Donc, et non X4, ça veut dire que je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Donc, je peux aller comme ça, je peux aller vers l'ouest. Donc, on peut aller vers l'ouest. Ouest, voilà. Maintenant, si X4, l'autre direction. Si X4 et Non, X1. non X4 pour aller vers la direction nord. X1, non. Non X1, voilà. Et non X1. Non X1. C'est-à-dire on laisse la liberté qui se déplace dans les 4 directions. Donc, ici, on fait comme ça. Donc, c'est nord. Voilà. Donc, il peut aller vers le nord parce que il a un mur à gauche et il n'y a aucun mur en haut, puisque non X1, donc il peut aller vers le nord. Oui? Attends, si X2, et non si X2, donc on est dans cette configuration, si X2 et non X1. Oui, mais l'essentiel, c'est que quand on est libre, l'essentiel, c'est que d'après la question, c'est qu'ils nous disent que l'agent, il peut aller dans n'importe quelle direction. Rien ne l'interdit. Et donc, on a essayé de donner toutes les directions possibles. C'est-à-dire, il peut aller vers l'est, il peut aller vers le sud, vers l'ouest, etc. Maintenant, quand il arrive au mur, il doit suivre le mur. Comment va-t-on faire? Alors, est-ce qu'on ajoute quelque chose ici? Donc, si cette condition, je vais à l'est. Si cette condition, je vais au sud. Si cette condition, je vais à l'ouest. Cette condition, sinon, si je n'ai pas toutes ces conditions, ça veut dire on est dans quelle configuration?
est-ce qu'on peut avoir une condition? On n'a pas toutes ces conditions. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, que veut dire on n'a pas toutes ces conditions? Que veut dire on n'a pas tout ça? Sachant que ceci, c'est les différentes configurations à côté de notre robot. Mais la grille, c'est possible qu'elle est très grande, hein, la grille. Elle est très grande, pas forcément ça. Hein? Alors, quelle est l'autre configuration qu'on peut avoir? On peut avoir un mur au-dessus, un mur à gauche, à droite, en bas. Et c'est possible qu'on n'a pas du tout. On n'a pas de mur. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas de mur. Si on n'a pas... Donc, on va écrire comme ça. On va écrire else dans le cas où on n'a pas de mur. Ça veut dire que finalement, le fait qu'on n'a pas de mur, ça veut dire... le else, ça veut dire qu'on n'a pas... Non, plutôt. On n'a pas de mur. Ça veut dire non x1. C'est ça. Pas de mur. Et non x2 et non x3 et non x4 pour ne pas la réécrire, qui veut dire else. Ça veut dire qu'on n'a pas tout ça. On n'a pas ça. Non x1 et non x2. Dans ce cas-là, on peut faire aller vers n'importe quelle direction parce que ce n'est pas précisé. Dans l'exercice, ce n'est pas précisé. Donc, je peux faire else nord. Else sud. Rien ne m'interdit. Else nord. Vous êtes d'accord? Voilà, donc aller dans une direction donnée aléatoire, soit choisir, soit aléatoire, soit on peut, si on a la possibilité de faire random, on fait random. On fait rand de la direction, ça peut être rand des 4 directions. O, E, N, S. Soit on choisit une direction, peu importe, parce que ce n'est pas précisé dans l'exercice. L'essentiel, ils nous disent qu'il peut aller dans les 4 directions. Et quand il va au mur, il va suivre le mur. Il va suivre, donc il ne va pas rentrer dans le mur, tout simplement. C'est un exemple d'écriture de règles, sachant que finalement, les capteurs de l'agent ne sont pas forcément les perceptions. Vous le voyez ici, ne sont pas forcément les perceptions. Les capteurs, c'est quelque chose de physique qu'on trouve au niveau du robot ou bien de l'agent. Et par la suite, ce que perçoit l'agent, c'est lié, bien sûr, il y a un lien, mais les perceptions, on est au niveau programmation, au niveau variable. Nous avons des variables avec lesquelles on travaille. C'est clair pour cet exercice? Voilà. Donc, ici, exercice 4, on considère aussi, toujours, c'est un système de règles, on considère un robot. Vous me dites quand c'est l'heure, hein, parce que je ne vois pas. En plus, on a perdu de temps. Tout à l'heure, il y avait une interruption. Donc, exercice 4. On considère un robot dans un espace rectangulaire. Le robot a 3 capteurs seulement. Dans ce cas-là, il a un capteur à l'est, un capteur à l'ouest et un capteur sud. Voilà. Qui indique si dans cette direction, il y a un mur, capteur correspondant est vrai ou pas. Et il peut faire 3 actions, aller au sud, à l'ouest et à l'est. Le robot devrait aller vers le sud jusqu'au mur. Ensuite, donc ça c'est ce qu'il nous demande de faire, c'est que le robot doit aller au sud, s'il n'y a pas de mur bien sûr. Et une fois qu'il est devant le mur, ensuite il devrait longer le mur vers l'ouest, il doit aller vers l'ouest. Et quand il arrive dans un coin, donc il va jusqu'au bout. Donc supposons que le robot est ici. Bon, supposons que le robot est ici, première position. Il a ces 3 capteurs et supposons que parce que S, à vrai, ça veut dire qu'il y a un mur. Hein. Donc non S, donc il peut aller comme ça. Il peut aller. Et l'objectif, c'est d'aller vers le sud, ce qui est demandé. Devrait aller vers le sud. Une fois
qu'il ne peut plus aller vers le sud, ça veut dire qu'il trouve un mur. Dans ce cas, la priorité, c'est d'aller vers l'ouest. Donc, une fois qu'il est devant un mur, il doit aller vers l'ouest, pas à l'est. Sauf si il trouve un mur aussi. Donc, il va aller vers l'ouest comme ça. Il va aller comme ça. S'il trouve un mur, il fait demi-tour. Bien sûr, ce qui est dit dans l'exercice, il devrait faire demi-tour. Demi-tour ne veut pas dire qu'il revient vers la position initiale. Vous êtes d'accord? Oui, non? Oui, c'est-à-dire il revient, mais par la suite, pas obligatoire qu'il revienne vers son état initial. Hein. Bien sûr, le robot, il a un état C, donc une variable en plus. Une variable. Ce robot, il a une variable en plus avec laquelle on peut travailler, un état C, qui est booléen. Au début, à vrai. Au début, il est à vrai. Quand on initialise, le C, c'est une variable booléenne qui est à vrai. Compléter le système de production suivant, c'est-à-dire l'ensemble des règles, pour accomplir cette tâche-là. Il nous donne le début, c'est à nous de compléter les deux règles suivantes, les deux règles restantes. Donc, nous avons S. S veut dire, d'après l'énoncé, veut dire non, mais que veut dire S à vrai, d'après l'énoncé? Il y a un mur. Il y a un mur au sud. Hein. C'est dit dans l'énoncé. Donc, il y a un mur correspondant est vrai. Le capteur correspondant est vrai. Ça veut dire si S est vrai, ça veut dire qu'il y a un mur au sud. Et d'après l'énoncé, si on trouve S à vrai, alors il doit aller vers l'ouest. Vous êtes d'accord? Sauf si il trouve un mur, un coin. C'est-à-dire il va au mur, comme ça. Sauf il va aller comme ça, vers le sud. Après, il doit aller vers l'ouest, mais supposons qu'il atteint ce mur-là. Dans ce cas-là, il doit faire demi-tour. Donc, nous avons S, ça veut dire qu'il y a un mur au sud. Ça veut dire qu'il est là. Vous êtes d'accord? Un mur au sud, ça veut dire qu'il est là, en bas. Et non ouest, ça veut dire qu'il n'y a pas de mur à l'ouest. De ce côté, il n'y a pas de mur. Non ouest, ça veut dire. Et que notre variable, en plus, elle est à vrai. Au début, ils nous ont dit que la variable C, elle est à vrai. Dans ce cas-là, d'après l'exercice, je peux aller vers l'énoncé de l'exercice. Aller vers le mur du sud, vers le mur sud, c'est ça ce qui est dit dans l'énoncé. Ensuite, une fois qu'on est dans le mur sud, on va longer le mur jusqu'à vers l'ouest, jusqu'à aller au coin et faire demi-tour. C'est tout ce qui est demandé. Est-ce que vous êtes d'accord pour cette première règle? Demi-tour, oui. Demi-tour, c'est-à-dire on va revenir vers l'est. Oui, oui, c'est ça, oui. Mais ils n'ont pas précisé, dans l'exercice que on revient vers l'état initial. Donc, puisque ce n'est pas précisé, on n'a pas à revenir vers l'état. Demi-tour, ça veut dire qu'il revient vers l'est. Parce qu'il allait vers l'ouest. Une fois qu'il est devant le mur, il revient. Demi-tour. Par la suite, où est-ce qu'il va? Peu importe. On va compléter les règles et on va voir qu'est-ce qu'il va faire cet agent. Alors, nous avons sud. Est-ce à vrai? Ça veut dire qu'il ne peut pas aller vers le sud. Et non ouest, ça veut dire que finalement, la voie est libre à l'ouest. Il n'y a pas de mur. Et notre variable, en plus de travail, elle est à vrai. Donc, je peux aller vers l'ouest et garder ma variable à vrai. Ça va me permettre d'aller vers l'ouest. Maintenant, si j'ai un mur au sud, ça veut dire que je suis ici. Et j'ai ouest, qui veut dire que je suis où? Je vais effacer parce que ça devient illisible. Supprimer. Alors, cette deuxième règle, la première veut dire
que je suis ici, par exemple, je suis ici, ou bien ici, peu importe. L'essentiel, je suis dans un mur au sud, mais il n'y a pas de mur à l'ouest. Alors, je peux aller comme ça. La première règle. Hein. La deuxième me dit, si je suis au sud, si S est vrai, ça veut dire que j'ai un mur au sud. Et en plus de ça, j'ai O, qui veut dire ouest. Ça veut dire que j'ai un mur à l'ouest. Et cela veut dire, je suis à quel niveau? La deuxième règle. Je suis où? On est en bas à gauche. En bas à gauche, donc on est ici, dans cette case-là. Oui. La deuxième règle, là. La deuxième. La deuxième, on est ici positionné parce que nous avons sud, il y a un mur, ouest, il y a un mur, donc on est ici. Qu'est-ce qu'on fait pour revenir? Alors, on va aller vers l'est, on va aller vers l'est comme ça, et on va mettre C à faux pour dire qu'on est en train de revenir. C à faux. La dernière règle, on est en train de comprendre ces règles-là. Après, on va compléter pour rester dans l'énoncé de l'exercice. La dernière, true, alors on va aller vers le sud. Et garder C à vrai. Cela veut dire, la dernière règle veut dire quoi? C'est-à-dire que finalement, true veut dire qu'il n'y a pas de mur, de mur au sud. Voilà, nous sommes au milieu, ici, peu importe l'essentiel, c'est qu'il n'y a pas de mur au sud. C'est ça, celle-là, la dernière. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mur au sud. Donc, je peux aller vers le sud et je garde ma variable à vrai. Maintenant, comment compléter les deux règles suivantes qui me donnent ce qui est demandé dans l'exercice, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Alors, si on est dans le sud, ça veut dire que sud, ça veut dire que finalement, il y a un mur au sud. Et quel est le comportement qu'on veut avoir ici? Sud. Alors, nord-est. Sud et nord-est. Voilà, attendez. Non-E. Voilà, ça c'est E. Hein. Voilà. Et sud et nord-est et quoi? C ou bien et C. Attendez, sachant que ici, quand on arrive au coin, on a mis C à faux. Hein? Vous voyez? Ici. Et non C. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans quelle direction? On continue à aller vers l'est. On continue à aller vers l'est. Et on garde quoi? On va garder le C à faux. On est en train de revenir, hein, de faire le demi-tour qui est demandé. Ensuite, maintenant, si on est, alors, on est ici.
Alors ici, c'est quoi? Ce coin-là. J'étais ici. Il n'y a pas de mur au sud, je viens ici. Je suis ici. Alors, si je suis ici, qu'est-ce Sud qu'on et doit faire? Est. Sud Et Est. et est, voilà. Et est, c'est-à-dire que j'ai un mur et est, j'ai un mur à l'est. Voilà. Et quoi? Et est seulement. Qu'est-ce qu'on fait? Ça nous suffit. Je suis au sud et j'ai un mur à l'est. Qu'est-ce que je fais? Ouest. Et qu'est-ce qu'on fait quand on va aller vers l'ouest? C'est avant. Donc, ceci nous permet de réaliser ce qui est demandé dans l'énoncé. C'est d'aller vers le sud. Une fois qu'on est dans le sud, on va, priorité, c'est vers l'ouest. Et une fois qu'on est au bout de l'ouest et on ne peut plus aller vers l'ouest, on fait demi-tour. Voilà. Quel est le problème qui va se poser avec cet ensemble de règles? Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Quel est le comportement que va faire cet agent? C'est un agent qui est comment? C'est un agent qui est comment? Quel est le type de cet agent? Simple réflexe. Il n'a pas l'historique, il n'a rien, il a un certain nombre de variables, il exécute les règles et il avance. Alors, quel est le problème dans lequel comment va se comporter cet agent? Alors, comment il va faire? Donc, il est quelque part, peu importe la position où il était au début, mais l'essentiel, première action, c'est d'aller vers le sud. Une fois qu'il est devant un mur, il va aller vers l'ouest. Une fois qu'il est devant le coin gauche à l'ouest, il revient, demi-tour. Il revient où? Il revient où? Il va s'arrêter, ces règles-là lui permettent d'aller vers où? Revenir vers où? Alors, l'exécution de ces règles-là va donner quel comportement? C'est ça ce que je cherche. Sachant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller au sud-est. Non, c'est-à-dire au début, il avance comme ça. Une fois il est en bas, il va avancer comme ça. Il va aller vers la gauche, vers l'ouest. Une fois qu'il est dans le coin gauche, il va revenir comme ça. Il va aller jusqu'à quelle position? Comme ça. Le retour, il va le mener où? Jusqu'à quelle position? Jusqu'à quelle cellule? La dernière cellule à droite. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'il va faire une fois qu'il est là? Il va revenir à la dernière cellule à gauche. Oui. Et donc, finalement, quel est le comportement qu'il va faire? En aller-retour, il va déplacer. Voilà, donc il va tomber dans une boucle finalement infinie. Vous le voyez? Avec cet ensemble de règles seulement. Donc, c'est un agent réactif qui fait un certain traitement, c'est d'aller vers le sud. Une fois qu'il va vers le sud, il va aller vers la gauche. Et une fois qu'il est là, il revient ici. Mais avec cet ensemble de règles seulement, il va tomber dans une boucle infinie. C'est clair? Avec seulement ça. Hein? Oui ou non? Oui. Parce qu'il n'a pas de mémoire qui lui permet, par exemple, de revenir vers l'état initial, etc. Il n'a pas ça. Donc, c'est un agent réactif et on voit bien qu'il peut tomber si on garde seulement ces règles-là, on voit bien qu'il peut tomber dans des boucles infinies. C'est un exemple, un petit exemple de règle d'un agent réactif. Voilà. L'exercice 5, c'est le jeu de taquin, donc c'est un jeu de recherche dans un espace d'état aussi.
qui est définie par une matrice 3-3. Chaque case contient un chiffre de 1 à 8. Deux cases ne peuvent pas avoir le même chiffre avec une case vide, exemple. Le principe de ce jeu est de chaque chiffre qui est voisin de la case vide peut se déplacer vers elle. Voilà. Le but est d'arriver à l'état final qui est celui-là. Donc, l'état initial, c'est le premier, et l'état final, c'est le suivant. Mais ce qui est demandé dans cet exercice, je suppose que vous faites aussi résolution de problèmes, vous faites ce type d'exercice, hein, la recherche dans un espace pour le TAC, hein. Oui ou non? Oui. Voilà. Mais ici, c'est du point de vue agent, c'est-à-dire comment écrire les règles de notre agent, comment écrire les règles de notre agent pour pouvoir réaliser cette recherche-là. C'est une recherche dans un espace d'état, tel que l'état initial, c'est celui-là. Excusez-moi, madame, avant qu'on commence l'exercice, je crois qu'on a dépassé les délais. On a dépassé l'heure. C'est l'heure? Oui, on a même dépassé. D'accord, on va s'arrêter alors. Attendez, c'est l'heure? Oui, on a dépassé. Donc, on s'arrête à ce niveau et on continue la série, la prochaine séance, et après, on commence une autre partie du chapitre. C'est bon? Oui. C'est bon? OK. Au revoir alors. Oui? Le chapitre 2. Je vous ai pas envoyé le... oui, je vous en... Si j'oublie, vous me rappelez, vous m'envoyez un mail et je vous envoie les slides. Hein. C'est bon?